Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir. Et comme tous les jeudis, c'est Paroles de jeunes, le débat avec de jeunes responsables politiques, associatifs de la société civile, leur regard sur l'actualité politique en France, ainsi que sur le contexte de menaces terroristes. À ce sujet, une veillée a été organisée ce soir en hommage aux victimes de l'attaque de Londres qui a été revendiquée par l'organisation terroriste Daesh. Les détails à suivre. Et puis cette question au programme, va-t-on vers la fin du clivage gauche-droite? C'est en tous les cas le pari du candidat Emmanuel Macron. Alors est-ce un autre clivage qui pourrait alors structurer notre vie politique comme celui opposant les mondialistes aux protectionnistes? Sur ce sujet, le match des idées opposera l'économiste Thomas Porcher à Gaspard Koenig, président du think tank Génération Libre. Enfin, l'entretien, mon invité est un linguiste de renom. Alain Bentolila, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, publie L'école contre la barbarie, avec une proposition détonnante, faire entrer la spiritualité à l'école. Il nous en parlera tout à l'heure lors du grand entretien. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos réactions avec le hashtag OVPL pour On va plus loin. Et avant d'accueillir nos premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité politique du jour. Après Barbara Pompili et Thierry Braillard, c'est un nouveau membre du gouvernement qui vient d'annoncer son ralliement à Emmanuel Macron. Un soutien de poids, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Une décision saluée par le candidat d'En Marche alors que l'équipe de Benoît Hamon a dénoncé un comportement inacceptable. Des ralliements venus également de la droite. Dominique Perben, l'ancien ministre de la Justice de Jacques Chirac, a annoncé ce jeudi son soutien à Emmanuel Macron, tout comme l'ex-ministre des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, qui dénonce au passage le manque de responsabilité de François Fillon. Emmanuel Macron. Ce que je voulais vous redire ce soir, c'est que même si jour après jour, vous voyez des soutiens, des ralliements, et ils sont extrêmement importants, ils nous donnent de la crédibilité, de l'assise, ils nous apportent de l'expérience, oui, nous renouvellerons la vie politique. Et moi, je suis le garant de cette promesse. Donc oui, la moitié des investitures législatives, ce seront de nouveaux visages. Oui, le gouvernement que je nommerai sera aussi pour une partie conséquente de nouveaux visages. Oui, nous renouvellerons la vie politique française. Déclaration. Il est normal, suite à la primaire, de soutenir celui qui l'a gagné. En même temps, je comprends aussi Manuel Valls. Il a été Premier ministre d'un gouvernement qui a été fortement critiqué par les frondeurs. C'est un des frondeurs qui est aujourd'hui porteur de la campagne présidentielle. Pour lui, c'est assez difficile. Maintenant, je pense qu'il faut que l'ensemble des socialistes soient derrière leur candidat. On a besoin d'un parti socialiste fort, tant à la présidentielle, en espérant la gagner, qu'après, pour législative. Idée. Il souhaite une société plus solidaire. À un mois de l'élection présidentielle, Nicolas Hulot et 80 ONG unissent leurs forces et lancent une campagne jusqu'au 21 avril pour inciter les candidats à la présidentielle à s'engager dans la lutte contre les inégalités. Pauvreté, mal logement, écologie, évasion fiscale, ils mettent en avant 500 propositions et demandent au plus grand nombre de citoyens de les rejoindre. Nous devons montrer l'exemple dans cette campagne. Notre intervention, cette mobilisation citoyenne doit être prise non pas comme une défiance, non pas comme une méfiance, mais elle doit être prise comme une main tendue, notamment aux responsables politiques qui ont cette volonté demain de prendre le pouvoir. C'est la première fois qu'on a un collectif aussi important qui fédère toutes ces énergies, qui n'est pas là pour faire un catalogue technique de propositions, qui est là pour dire on est là et on a bien l'intention de le rester pendant la campagne, après la campagne, pour continuer à faire entendre la voix de ces millions de Français. Leurs propositions seront remises aux députés lors de la rentrée parlementaire. À l'étranger. Un civil français enlevé au Tchad. L'enlèvement aurait eu lieu ce matin près d'Abéché, à l'est du pays.
L'homme, âgé d'une 60aine d'années, est employé d'une société française spécialisée dans l'extraction minière. Le Tchad est l'un des principaux alliés de la France dans la lutte contre le terrorisme et héberge à N'Djamena le QG de la force antiterroriste Barkhane. Et comme tous les jeudis, place à votre débat à Parole de jeunes, l'occasion pour de jeunes responsables politiques, associatifs, de la société civile également, de débattre, de confronter leurs points de vue. Alors Public Sénat et notre émission, on va plus loin, leur permet de s'exprimer dans cette campagne présidentielle. Je vous présente nos invités. Marina Tané, bonsoir. Bonsoir. Président de Terra Nova Sciences Po. Face à vous et avec nous, Alexandre Loubet, bonsoir. Bonsoir. Président des jeunes de Debout la France et soutien de Nicolas Dupont-Aignan. À vos côtés, Robin Binsart. Bonsoir et bienvenue. On vous accueille pour la première fois. Et avocat au barreau de Paris. Face à vous, Jad Zahab. Bonsoir. Bonsoir. Président du Parlement des étudiants. Et voici les thèmes de ce Parole de jeunes. Ce soir, tout d'abord, bien sûr, les suites de l'attaque de Londres revendiquée par Daesh et de manière plus générale, la menace toujours présente et prééminente, notamment en France. Autre sujet, politique. Ils font leur chemin. Ceux qui ne font pas partie du top des sondages dans cette campagne présidentielle tracent quand même leur sillon. C'est le cas du candidat Nicolas Dupont-Aignan. Petit, entre guillemets, candidat, comme on les appelle, mais maxi buzz médiatique. Enfin, c'est un sujet qui est venu percuter la campagne, l'argent, le rapport à l'argent et le patrimoine des candidats. François Fillon s'en est expliqué tout à l'heure sur France 2, extrait à suivre. Et puis, l'ancien Premier ministre qui a attaqué en règle et nommément le président de la République qui aurait, selon lui, organisé les fuites et la publication des informations sur l'affaire Fillon. On en parlera. Mais d'abord, l'émotion est vive, bien sûr, au Royaume-Uni, sous le choc, mais qui fait face. Au lendemain de l'attaque de Londres, l'organisation terroriste Daesh a revendiqué l'attentat. Les détails avec Flora Sauvage. Des drapeaux en berne au lendemain de l'attentat perpétré aux abords du Parlement britannique. Revendiqué par le groupe djihadiste État islamique, l'attaque à la voiture bélier et au couteau a fait 3 morts et plusieurs dizaines de blessés. Selon la police britannique, l'assaillant ne faisait l'objet d'aucune enquête en cours, mais il avait été inculpé à plusieurs reprises pour possession d'armes. Âgé de 52 ans, Khalid Massoud, qui a péri dans l'attaque, n'a jamais été condamné pour des faits de terrorisme. Né au Royaume-Uni, il avait fait l'objet d'une enquête du MI5 il y a quelques années, en lien avec l'extrémisme violent. Alors que les investigations se poursuivent, la police a procédé à 8 arrestations. Devant la Chambre des communes, Theresa May, la première ministre britannique, a qualifié l'attentat d'attaque contre la liberté. Nous n'avons pas peur et notre détermination ne faillira pas face au terrorisme. Parmi les blessés, 3 lycéens français en voyage scolaire. Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, s'est déplacé à Londres où il a tenu une conférence de presse. Les 3 élèves de Concarneau, il y a encore des examens qui sont en cours. Si tout se passe bien, ils pourraient retourner en France pour la suite de leurs soins. 24 heures après l'attentat, le pont de Westminster a rouvert à la circulation. À Anvers, en Belgique, un Français a été arrêté aujourd'hui après avoir tenté de foncer dans la foule avec sa voiture. Et l'identité du terroriste a donc été dévoilée. Il s'agit d'un Britannique, Khalid Massoud, qui ne faisait l'objet d'aucune enquête en cours, mais avait été inculpé à plusieurs reprises, notamment pour possession d'armes selon la police. À ce sujet, nous avons diffusé hier une photographie de l'assaillant présumé qui ne correspondait pas à l'individu identifié. Bien sûr, nous regrettons cette diffusion. Tout d'abord, et plus largement à présent avec nos invités, après cette attaque, il y a eu de nombreuses réactions, évidemment, de solidarité, notamment en France, mais aussi de rappel de la part du gouvernement de la situation dans laquelle nous sommes, du contexte de menace. Est-ce que cela, selon vous, Jad Zahab, peut avoir un impact, vous qui avez un regard plus distancié, puisque vous ne soutenez pas ici un candidat, peut avoir un impact sur la campagne? Est-ce que, selon vous, ces thèmes de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme sont suffisamment évoqués? Écoutez, je crois qu'on ne peut pas nier que le terrorisme existe aujourd'hui. Il existe en France, il existe en Europe. Et de manière globale, il y a depuis un certain nombre de mois une guerre qui est menée. Alors peut-être pas sur notre territoire, notre sol en France, mais nous combattons aujourd'hui des terroristes. Et malheureusement, les événements de Londres nous rappellent en fait que cette guerre, elle se poursuit même si elle est loin de nous. Même si en France, nous avons une actualité qui parfois diffère, puisqu'on a une campagne présidentielle avec d'autres sujets. Mais malheureusement, en fait, ces événements nous rappellent
rappelle que le terrorisme est là. Et les candidats à l'élection présidentielle ont des projets sur l'ensemble des thématiques. Et il me semble que l'ensemble des sujets, et notamment liés aux affaires internationales, à la sécurité et à la défense, doivent être abordés. Malheureusement, évidemment, là, le temps est à l'émotion, puisqu'il y a des victimes et on est solidaire de ce que vit le peuple anglais. Ensuite vient la question des explications avec ce qui me semble le plus important tout de suite, c'est de réaffirmer que même si Daesh a revendiqué, il ne faut pas plonger dans les amalgames comme certains pourraient. Les explications arrivent de plus en plus vite après ces attentats. Robin Binsart, je le rappelle, élève avocat au barreau de Paris. Également un regard distancé peut-être par rapport à Alexandre Laubé qui soutient l'un des candidats de cette présidentielle. Vous-même, même question, est-ce que vous trouvez qu'on en parle suffisamment, que les visions vraiment sur les candidats, sur des thèmes aussi importants, régaliens, sont suffisamment mises en avant, solides et claires dans cette campagne présidentielle ? Alors écoutez, moi je crois qu'il faut se méfier de toute conclusion hâtive et de toute réaction sur le vif et sur le feu de l'émotion. Il y a un problème, c'est qu'on remarque qu'après un attentat, il y a souvent des propositions de loi, de réformes qui sont faites, toujours plus liberticides, pour répondre à l'émotion et pour apaiser les victimes. C'est, je crois, un des plus grands écueils du législateur et du personnel politique. Il faut vraiment se garder des réformes sur le feu et sur le vif. C'est par exemple au lendemain des attentats du 11 septembre qu'on a créé Guantanamo aux États-Unis. C'est au lendemain des attentats de Charlie Hebdo qu'on a étendu l'incrimination d'apologie du terrorisme. C'est dans ce genre de situation qu'on sacrifie nos libertés sur l'autel de la sécurité. Il faut vraiment se méfier de cette dérive. Robin Binsart, il y a les libertés, et vous êtes un avocat, vous les défendez ardemment. Il y a également la sécurité, qui est un droit tout aussi important que la liberté. Est-ce que vous les mettez sur le même plan ? Alors, je crois qu'ils ne sont pas du tout antagonistes, mais vous voyez qu'en 2015, un enfant est placé en garde à vue pour avoir rompu une minute de silence pour les attentats du Charlie Hebdo. Je crois que là, on a dépassé ce qu'est une atteinte à la liberté. On est dans le n'importe quoi. On a également récemment eu le cas avec le délit de consultation régulière de sites à caractère terroriste. C'est une infraction qui avait été ajoutée par le législateur et qui était extrêmement mal rédigée, qui permettait aux forces de police, aux forces judiciaires, de mettre en examen, de condamner des individus qui consultaient des sites Internet. Pourtant, consulter un site Internet ne manifeste en rien l'intention de passer à l'acte. Malgré tout, maintenant, c'est dans la loi et certains s'en réjouissent en tous les cas. Alors, le Conseil constitutionnel l'a censuré. Oui, tout à fait. Vous avez raison sur ce point-là. On va poursuivre notre tour de table et peut-être un petit peu élargir, c'est le thème de notre débat, comment vivre avec le terrorisme. Marina Tané, évidemment, c'est une question que l'on l'a souvent posée après les différents chocs que l'on a subis, notamment en France. On parle souvent de sentinelle citoyenne maintenant, pour nous tous, les Français. Est-ce que c'est un terme qui évoque quelque chose pour vous ? Alors, d'abord, j'aimerais répondre à la question à laquelle les autres n'ont pas répondu. Est-ce que c'est vraiment pris en compte dans la campagne ? Ce qui m'inquiète, moi, de mon côté, c'est que le terrorisme a progressivement évolué. On se rend compte que sur le terrain irakien et le terrain syrien, l'État islamique a énormément perdu son emprise. Je crois que depuis 4 ans, ils ont perdu 60% du territoire qu'ils détenaient. Ce qui veut dire que, globalement, on n'est pas en France face à la même menace que celle à laquelle on avait fait à faire face lorsque les attentats ont débuté. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui, en termes de réponse publique et de réponse de politique publique, même pour les renseignements généraux, c'est de faire face à ce phénomène de loup solitaire. Et c'est un peu... Oui. Là, je vous demande vraiment vous-même comment vous le ressentez, parce que vous n'êtes pas ici des experts et nous en recevons souvent. C'est pas que je veux du tout décrédibiliser ce que vous dites, mais nous avons vraiment des experts sur ces sujets-là. Je veux avoir plutôt votre ressenti vous-même par rapport à cela. Est-ce qu'on a peur ? Des sentinelles citoyennes, est-ce que par exemple, pour ce niveau de vigilance, est-ce qu'il faut appeler à une vigilance vraiment de tous et de tout le monde ? Moi, je crois pas, parce qu'ils frappent au hasard. Ils frappent tellement au hasard aujourd'hui. On sort du métro, on va à l'école, on va à la boulangerie, ça peut être n'importe qui, n'importe quand. Donc si on arrivait à des logiques comme ça, on aurait tout le temps peur. Je crois pas qu'il faille avoir plus peur. Alexandre Laubé, même question, un peu plus généralement, la question sur les candidats et celui que vous je suis assez soutenez. surpris quand même des réactions qu'il y a eu qui m'ont précédé. Oui, nous sommes en guerre, comme tu as dit, effectivement, Jade, seulement nous sommes en guerre, pour tout contredire, sur notre territoire. Je rappelle qu'il y a quand même eu près de 230 morts sur le territoire national en 2-3 ans. Ce qui est personnellement, ce qui moi m'afflige profondément. Donc oui, nous sommes en guerre, y compris sur le territoire national. Et par-delà même le territoire national, sur le continent européen, et ça s'étend même
au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Proche-Orient. Il y a un climat et où si on je est peux en juste guerre terminer, à ensuite on l'étranger, mais il y a pas de échangera forces qui sont là-dessus. déployées sur le territoire Mais pour le coup, français. si Je ne crois pas qu'on il puisse y a- dire qu'on est en guerre en France sur le territoire français. On a des actes de guerre qui sont commis quand il y a des terroristes qui font ce qu'ils font, mais on ne peut pas dire que la société française dans son ensemble quand une dizaine d'assaillants, je ne peux pas vous laisser quand une dizaine dire qu'on est en guerre, d'assaillants parce avec qu'en des armes Syrie, il y a la d'assaut guerre. massacrent, Il y a des pays où il y a la guerre. Et voilà. quand une dizaine d'assaillants avec des armes d'assaut massacrent une centaine de personnes dans les rues de Paris, pour moi, effectivement, nous sommes en guerre. Voilà. Après, c'est peut-être seulement de la sémantique, seulement à mes yeux, nous sommes en guerre. On parlait effectivement de peut-être la surréaction après malheureusement chaque attentat de la part de la classe politique, mais je crois que c'est aussi la responsabilité de la classe politique de réagir aux événements qui peuvent arriver. S'il y a une succession d'actes terroristes sur le continent européen, ce n'est pas dû au hasard, c'est parce qu'il existe une véritable démission des différents États au sein de l'Europe globalement. Et moi, je tiens à signaler justement que probablement la sécurité, c'est l'une des premières libertés. C'est ce qui garantit de pouvoir vivre de manière libre. Et tu es juriste, je pense que tu en conviendras avec moi, sur notre territoire. Et quand on est en situation de guerre, il ne faut pas hésiter, c'est dans notre projet et on le défend avec Nicolas Dupont-Aignan, je crois qu'il ne faut pas hésiter effectivement à mettre en place un droit d'exception. Et ce droit d'exception, justement, c'est intéressant d'avoir. C'est pas une dérive. Déjà, tout d'abord, il y a une première question qui se pose. Soyons bien d'accord. Je termine juste. Le risque zéro n'existe pas. On est bien d'accord. Évidemment, on ne pourra jamais éviter, comme tu l'as dit, certains loups solitaires. Mais moi, ce que je constate... loup solitaire, c'est déjà passé de... typiquement... on n'entend plus ce mot déjà depuis longtemps. Alors, je sache, les attentats du Bataclan, la majorité des assaillants, des terroristes, des islamistes, en l'occurrence, étaient connus des services de police. Certains étaient même soumis à des mandats d'arrêt. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Robin Bansard, attendez, Alexandre Lobé vous a interpellé sur liberté et sécurité. Puis deuxième question, c'est l'état d'urgence qui est aussi un... Il y en a déjà une première, c'est que le débat ne se situe pas sur la question de savoir si on est en guerre ou pas. On se fiche de cette terminologie et ça ne sert à rien d'épiloguer là-dessus. La question, c'est comment est-ce qu'on réagit ? Quelles sont les mesures à prendre en compte ? Alors, effectivement, il y a l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence, qu'est-ce que c'est ? C'est des pouvoirs dérogatoires qu'on donne à la police, qu'on donne aux juges, les perquisitions la nuit, les écoutes téléphoniques, les assignations à domicile. Maintenant, le principe même d'un état d'urgence, c'est qu'il est exceptionnel. Et en l'étendant dans le temps, on fait entrer dans le droit commun des mesures qui n'ont jamais été votées par le Parlement. C'est dangereux. Voilà. Ensuite, la question est de savoir ce que proposent les candidats à l'élection présidentielle. Justement, parce que quel est votre regard à vous, élève, avocat au barreau de Paris? Qu'est-ce que vous pensez des propositions des candidats sur ce thème aussi important et justement, je suis consterné parce qu'il n'y a pas de bonnes mesures, ou si peu, dans les programmes des candidats. Alors, d'un côté, on a la droite extrêmement sécuritaire qui agite des totems comme la déchéance de nationalité ou comme la fermeture des mosquées salafistes, alors que c'est justement en stigmatisant les musulmans et les mosquées qu'on crée du djihadisme. C'est insupportable. Et de l'autre côté, excusez-moi, laissez-moi terminer. Il faut également réagir quand on a un islamisme rampant tout à l'heure. Alors, de l'autre côté, qui est en train pour le coup de stigmatiser l'ensemble de la communauté musulmane de France. Alors, de l'autre côté, donc d'un côté, on a cette droite sécuritaire et de l'autre, on a une gauche qui est assez, il faut le dire, utopique et laxiste et qui ne propose rien. Et c'est faux. Je crois que c'est très faux. La gauche, attendez, c'est le principe du débat. Elle peut vous interpeller. Pourquoi sur la gauche vous n'êtes pas d'accord? Parce que justement, ce qu'ont proposé les candidats de gauche, donc on va dire une gauche élargie. Voilà. Emmanuel Macron. On va dire une gauche élargie. Donc ce qu'ils ont proposé, c'est globalement une hausse des moyens et une hausse. Et ce qui a été intéressant notamment dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est qu'à l'inverse des candidats de la droite et même de certains candidats de gauche, c'est que lui a proposé aussi un travail en amont sur la déradicalisation et un travail aussi de séparation au sein des prisons. Moi, je trouve que c'est des pistes intéressantes. C'est ce qui a aussi été soulevé par le dernier rapport du Sénat sur l'échec de la politique de déradicalisation en France. Et Emmanuel Macron a effectivement suivi cette ligne-là en proposant à la fois une augmentation des effectifs, ce qu'il y a à peu près dans tous les programmes, mais en même temps aussi un volet qui est beaucoup plus pédagogique sur comment on fait de l'accompagnement personnalisé, comment on crée des centres pénitentiaires indépendants pour vraiment créer des politiques de déradicalisation plus efficaces. Un tour de table et on passe à un autre le long sujet. terme, et là, j'approuve effectivement le fait qu'il faille de la prévention et accompagner les potentielles personnes en voie de radicalisation. Ça, je suis absolument d'accord. Seulement, il y a un fait, c'est qu'aujourd'hui, on a des milliers de personnes qui sont fichées S radicalisées. Qu'est-ce qu'on en fait sur le territoire aujourd'hui? On ne va pas attendre qu'ils passent à l'acte pour dire qu'il faut réprimer. Nous, ce qu'on propose, c'est très simple, c'est l'arrestation préventive de l'ensemble des fichiers S. Sans passer par un juge? Attendez. Arrestation préventive de l'ensemble des fichiers S, de manière administrative, concernant les faits de radicalisation religieuse.
Pourquoi? Sans passer par un juge. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'état de droit auquel nous tenons défend davantage les potentiels suspects, défend davantage... Si, on a compris. Attendez, la réponse... C'est comme ça qu'on se retrouve, c'est à cause de cette naïveté, de cette immobilisme et de cette faiblesse-là qu'on se retrouve avec des centaines de morts. Moi, du coup, j'abonde vers ce que vous dites, madame, dont je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes le porte-parole de Hamon ou de Macron, mais ça, c'est un autre problème. Tant mieux. Quoi qu'il en soit. Alors, de toute façon, moi, je m'en fiche un petit peu. Ce qui me compte, c'est les propositions que vous mettez en avant. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le programme de Macron, c'est qu'il est pour la réforme des prisons. Beaucoup de candidats, que ce soit à droite ou à gauche, veulent créer de nouvelles places. Macron en fait partie malheureusement. Mais il a cette nouveauté tout de même de dire qu'il faut réformer la prison. Alors, je crois qu'il ne va pas assez loin. Par exemple, il y a des mesures qui sont excellentes, qui sont de systématiser le recours au travail en détention, de favoriser le travail dans les lieux de privation de liberté, de favoriser aussi l'accès à la culture avec des bibliothèques, des lectures obligatoires, et d'amener ces éléments au juge de l'application des peines qui pourra anticiper la sortie d'un condamné lorsque celui-ci a travaillé, a lu ou a appris en prison. Voilà, je crois que ça c'est une proposition qui est malheureusement complètement occultée, et on pourrait pourtant trouver ici la réponse au terrorisme ou à la délinquance. C'est donc une occasion formidable pour moi de passer à l'autre sujet, un sujet important, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, mais qui en tous les cas percuté cette campagne présidentielle. L'argent, on n'en a jamais autant parlé, notamment avec la publication du patrimoine des candidats, mais aussi avec l'affaire Fillon. Et justement, le candidat, Les Républicains, a réagi sur ce sujet ce soir sur France 2. On l'écoute. Regardez mon patrimoine. Je vous dis, mon patrimoine est moins élevé que celui de M. Mélenchon. Donc non, j'aime bien vivre de façon confortable, bien entendu, et je ne vais pas dire à des Français qui souffrent et qui sont en difficulté que les revenus d'un parlementaire et ceux qui sont les miens ne sont pas suffisants. Ce n'est pas la question. Alors, il y a eu ces propos sur le patrimoine et l'affaire Fillon, et puis il y a eu des propos d'une toute autre nature, puisque l'ancien Premier ministre a mis en cause directement, nommément, le président de la République. On l'écoute également. Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, dont j'ai pu lire les bonnes feuilles, comme peut-être plusieurs d'entre vous, qui a été écrit par des journalistes qui sont très loin d'être mes amis, puisque 2 d'entre eux sont des journalistes du Canard enchaîné. Un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau, ce qui est une illégalité totale. Comment il est branché directement sur Bercy, sur Tracfin, sur des informations qui lui sont apportées en permanence. Comment il est au courant des moindres faits, des moindres filatures, y compris concernant son ancien Premier ministre Manuel Valls. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé le cabinet noir, en tout cas à travers ces allégations. Et moi ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. Si ce qui est écrit dans ce livre est vrai, je pense que dans l'histoire récente de la Ve République, un chef d'État n'est jamais allé aussi loin dans l'illégalité, la prise de pouvoir sur des services sur lesquels il ne devrait pas avoir autorité. C'est une accusation. Voilà pour les propos tenus ce soir par le candidat Les Républicains et l'ancien Premier ministre. Une attaque pour le moins directe et nommément, qui vise nommément le président de la République. Je voudrais avoir votre avis sur ça, parce que c'est important. Parole de jeunes, c'est aussi le regard de jeunes responsables politiques notamment. Peut-être que vous ferez votre carrière dans ce milieu-là. Donc c'est intéressant de voir comment vous voyez évoluer cette affaire. Et puis les propos, peut-être, Robin Binsart, pour commencer. Écoutez, moi, je ne vais pas me prononcer sur ces déclarations de François Fillon qui ressemblent à des attaques ad nominem contre le chef de l'État. Si elles s'avèrent réalistes et véridiques, qui sont gravissimes, si elles s'avèrent fausses, sont à une frontière infime de la diffamation, donc quoi qu'il en soit, sont dangereuses. On est sur un terrain glissant. En revanche, il y a une remarque que j'aimerais faire, c'est sur le tabou qu'on a de l'argent en ce moment, sur cette obsession de la transparence. Alors la transparence, c'est une bonne chose. C'est vrai que si elle peut moraliser la vie publique, on l'entend et il faut abonder vers ça. En revanche, si la transparence, ça doit être une suspicion généralisée, un doute, une sorte de façon de jeter l'opprobre sur nos dirigeants, là, je ne peux que réprouver cette pratique qui est dangereuse et qui fait le lit des extrêmes et du Front National. Je vous vois opiner du chef, Alexandre Loubet. La transparence, oui, elle a des vertus, des qualités, mais attention à l'effet boomerang. Oui, effectivement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un homme politique commet
je dirais, des actes illégaux, que cela doit se Attendons de voir si c'est le cas. Hein, ça, c'est la justice qui voilà, se prononce. effectivement, que cela doit se répercuter sur l'ensemble de la classe politique. Effectivement, j'approuve ce que tu as dit, Robin, globalement. Je crois qu'aujourd'hui, on parlait de la jeunesse, il y a une véritable fracture de la jeunesse vis-à-vis de la classe politique, tout simplement parce qu'on n'arrête pas d'assister. Mais dites-nous, vous qui soutenez votre candidat Nicolas Dupont-Aignan, qui est engagé, vous êtes le président des jeunes pour Debout la France, ça vous donne envie de continuer tout simplement? Mais absolument. Bah alors expliquez-nous, vous venez de me dire, il y a une fracture. Je soutiens Nicolas Dupont-Aignan. Non, mais au-delà de votre candidat, vous avez envie de continuer en politique? Et effectivement, pour la simple et bonne raison que Nicolas Dupont-Aignan accorde un volet très important à la moralisation de la vie politique. Et c'est très intéressant de voir... Je pose une question personnelle. Mais justement, pourquoi parce que moi j'ai constaté que lorsque, par exemple, le casier judiciaire vierge obligatoire pour se présenter à une élection en France a été voté à l'Assemblée nationale, on n'avait qu'une vingtaine de députés dans l'hémicycle, dont Nicolas Dupont-Aignan. Comme par hasard, c'est étonnant. Moi je constate effectivement, Nicolas Dupont-Aignan a voté la fameuse loi, je crois que c'est en 2013, sur la transparence de la vie publique, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec la déclaration des patrimoines de l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle publiée. Donc oui, moi je soutiens un candidat qui est exemplaire, et j'ajoute d'ailleurs qu'il a été réélu à 3 reprises à près de 80% dans sa ville. Attendez, Alexandre, vous dites exemplaire, et puis on parle d'argent. Quand il y a eu cette déclaration de patrimoine, un électeur qui regarde ces déclarations de patrimoine, qui les compare, et qui regarde par exemple, et qui voit par exemple que votre candidat et c'est le cas, est l'un des plus riches. Est-ce qu'il peut y avoir une réaction de se dire, écoutez, est-ce qu'on peut le lier à la probité? Est-ce que vous craignez une sorte de mélange? Mais justement, je crains que la réaction en voyant ces publications soit celle d'encore plus de défiance. Pour la simple et bonne raison que, honnêtement, quand je vois, mais qu'Emmanuel Macron, qui a gagné près de 3 millions d'euros entre 2010 et 2012, dispose d'un patrimoine entre celui de Madame Arthaud et Monsieur Poutou, pardonnez-moi, mais je me pose des questions. Vous dites la transparence, c'est bien, mais ça dépend pour qui et quand. Oui, non, absolument pas. Je parle tout simplement de la sincérité dans la déclaration. Parce que quand je vois que certains candidats, justement, ont attribué une grande partie de leur patrimoine à leurs conjoints, je me pose la question de la sincérité. Là, on n'a pas pris en compte le foyer fiscal. Très rapidement. Quand vous dites que lors du vote sur les candidats à l'élection présidentielle et le casier judiciaire vierge, je dois quand même apporter une nuance. Aucun des candidats n'a été condamné, et pour le moment, qu'il s'agisse de François Fillon ou d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen, la présomption d'innocence les contre, et il ne faut pas jeter sur eux le discrédit d'une enquête judiciaire. Je suis totalement d'accord. Non, mais je suis totalement d'accord. Attention, c'est toujours mieux en le disant. Quand je parle d'élections, c'est l'ensemble des élections dans notre pays, quel que soit l'échelon. Deux choses pour revenir sur le sujet dont on parlait, et notamment des déclarations de François Fillon. Je crois que je vais être assez clair. Je suis atterré par le culot monstre de François Fillon, qui se permet de nous parler de moralité, nous permet de dire le chef de l'État a passé un stade. Non mais dans quel monde vit-on ? Je suis vraiment atterré par l'indécence de ces hommes politiques. Il y a 2 jours, on a l'ancien ministre de l'Intérieur qui a démissionné. Alors évidemment, la présomption d'innocence existe, mais il a démissionné parce qu'il est soupçonné d'avoir rémunéré ses 2 filles de 15 et 16 ans à hauteur de, je crois, 25 000 euros sur 7 ans. Enfin, il les a rémunérées. Soupçonnées, peut-être on verra si elles ont effectivement un problème, mais il les a rémunérées, ça c'est un fait. Il y a une forme d'indécence dans cette classe politique qui, à vrai dire, me choque un peu. Et je suis scandalisé que François Fillon, aujourd'hui candidat Les Républicains, puisse tenir les propos qu'il vient de tenir et que tout le monde dise oui, c'est normal. Bon, ensuite, sur la deuxième chose, la publication des patrimoines, je crois que la transparence dans la démocratie, c'est nécessaire. En revanche, comme l'a dit mon collègue juste en face, jeter l'opprobre sur tous les élus, ça n'est ni la solution, ni la vérité, puisqu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Ça va être difficile de trouver cet équilibre. Alors, mais justement, je crois que c'est important que nos concitoyens et nos concitoyennes qui élisent quelqu'un connaissent sa situation personnelle. En revanche, et ce qu'on cherche, et ce que cherchait la Haute Autorité de la Transparence pour la vie publique qui a été créée suite à l'affaire Cahuzac, ça n'est pas de donner un avis sur le patrimoine, mais d'essayer de voir si les élus se sont enrichis dans le cadre de leurs fonctions. Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord sur tout, Marie Nathalie. Pourquoi ? Parce que moi, je trouve qu'il y a un vrai danger à se dire, bon mon Dieu, on va considérer que cet homme politique est riche, peut-être que ça peut changer le vote. Non, et là en plus, je prêche pour ta paroisse. Rien dit pour le moment. Mais clairement, j'espère honnêtement que ça ne joue pas sur le vote des électeurs. Et moi, je suis assez angoissée de voir qu'on passe plus de temps à parler de leur patrimoine que de leur programme de dépenses publiques, très clairement. Moi, ce qu'a fait Macron de ses 3 millions en 3 ans, je m'en fiche, c'était pas de l'argent public, il les a gagnés, qu'il a acheté du saucisson, du caviar, ça m'est égal. Non mais, objectivement... Il y a quand même une question morale derrière. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas une question morale dans la manière dont tu dépenses.
pense personnellement. Il ne s'agit pas de dénoncer quelqu'un qui a de l'argent ou qui n'en a pas, mais il y a quand même une question morale derrière. Et la question morale, c'est quand même pour le coup de se poser des questions quand on voit que quelqu'un a des prix immobiliers mais n'a aucun immobilier. Non, mais ça, pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est pas un problème. Ça, on ne peut pas l'éclaircir. Non, mais Nicolas Dupont-Aignan, c'est très simple, c'est du patrimoine familial. C'est du patrimoine familial. Il y a une nuance à faire entre l'état actuel du patrimoine et effectivement l'évolution du patrimoine. L'évolution du patrimoine, c'est quelque chose qui doit effectivement être pris en compte parce que c'est là qu'on voit s'il y a eu des conflits d'intérêts. Et là, c'est tout un autre problème, une vraie problématique, mais c'est pas ce qui est aujourd'hui est mis en avant. Ce qui a été mis en avant aujourd'hui dans les débats, c'est l'état du patrimoine. Et je trouve pas qu'il y ait de pertinence à faire ça. Pour le coup, la seule chose que je dénonçais, si je peux me permettre, c'était l'optimisation faite par certains pour justement maquiller. On l'a compris. Vous auriez voulu que ce soit le foyer fiscal qui soit contenu pour qu'on voit véritablement l'ampleur du patrimoine. Allez, on va passer à un autre sujet qui vous intéresse également parce que il y a quelques jours, on a tous regardé, vous aussi ici présents, le premier grand débat de la présidentielle avec 5 candidats. Et bientôt à la télévision, en débat, ils seront tous là. 11 candidats et en particulier ceux qui vont tenter de se faire vraiment entendre et de creuser leur sillon. On voit tout ça avec Quentin Calmet, on en parle juste après. Regardez. Faute d'invitation au débat organisé par TF1, que faire de cette soirée 5 semaines avant le premier tour de l'élection? Comment exister malgré tout dans la campagne? Nicolas Dupont-Aignan a choisi de faire parler de lui à défaut d'être invité au débat. Après avoir signifié à TF1 sa colère, il s'invite sur le plateau de Cyril Hanouna. Bonsoir. L'occasion rêvée de faire le buzz à défaut de pouvoir défendre son programme. Pour Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade, l'alternative au débat de TF1 s'est organisée sur Explicit, le média uniquement sur Internet des anciens journalistes de iTélé. Autre occasion pour ces candidats de parler de leur programme, participer à de grands événements comme l'oral des maires de France, hier à la Maison de la Radio. Une tribune offerte à ces candidats qui peut même se montrer intimidante. Je suis pas habitué à parler dans ces conditions-là. Merci pour l'invitation aussi, évidemment, parce que c'est quand même l'occasion pour nous de défendre un peu notre façon de voir les choses, nos idées. Une période compliquée pour ces candidats à 1 mois du premier tour. La période est décisive pour convaincre les électeurs. Les médias n'ont l'obligation de l'égalité parfaite du temps de parole qu'à partir du 10 avril. Ils sont qualifiés entre guillemets de petits candidats et pourtant, pour certains, ils font le buzz et pour d'autres, d'ailleurs, de manière générale, ils ont de véritables propositions et un programme dont il faut parler, bien sûr. C'est une exigence démocratique. Avant de parler de Nicolas Dupont-Aignan chez Cyril Hanouna, non, je plaisante, mais sur d'autres sujets, votre regard à vous tous sur ce premier grand débat qui a mis en scène les 5 principaux candidats. Est-ce que ça vous a choqué, Jad Zap, qu'il n'y ait pas tous les candidats représentés? Écoutez, j'étais assez désolé de voir que le premier débat, qui était censé être un premier moment médiatique important après la validation des candidats par le Conseil constitutionnel, eh bien que seuls 5 candidats étaient présents. Là, je crois qu'il ne faut pas non plus jeter l'opprobre sur TF1. Voilà, on ne pouvait pas organiser un débat tout de suite avec 11 personnes. Mais effectivement, et je veux le dire de manière très claire, je veux remercier Nicolas Dupont-Aignan, je le félicite. Je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'il nous rappelle à toutes et à tous que ce n'est pas aux médias de choisir qui sera le candidat qui sera élu. Et voilà, il faut saluer l'existence de ces petits candidats parce qu'on est toujours en France à dire nous avons la chance d'avoir une démocratie et la démocratie plurielle, elle est aussi incarnée par tous ces candidats qui ne seront peut-être pas les prochains présidents de la République, mais qui ont le mérite d'incarner et d'apporter des idéologies. En vous présentant que vous présidez le Parlement des étudiants, vous avez invité les candidats? Tous les candidats? Alors, tous ont été invités et ce qui est certain, c'est que dans la limite des capacités matérielles que nous imposait la salle que nous avons eue, au Conseil économique, social et environnemental, nous avons fait en sorte que tous soient là. Donc je pense que... Très bien. Donc, vos paroles rejoignent vos actes. L'acte de Nicolas Dupont-Aignan est une bonne chose pour notre démocratie. Je vais boire du petit lait, Alexandre Loubet. Oui, pour la simple et bonne raison, on a beaucoup parlé de buzz autour de cette vidéo qui a fait près de 14 millions de vues à aujourd'hui de Nicolas Dupont-Aignan, donc l'on voit quitter le plateau de TF1, mais je crois qu'on ne s'attendait vraiment pas à avoir autant de, je dirais, de... Et vous pensez que partir d'un plateau, c'est un acte aujourd'hui presque politique? Alors rassurez-vous, je resterai sur le plateau ce soir. Vous ne ferez peut-être pas 14 millions de vues si vous quittez, mais je vous souhaite un tel succès. Quel était le vrai sens? Il ne faut pas le dénaturer, ce sens. Le vrai sens de ce geste qui avait un peu été réfléchi, mais en fait qui a été décidé finalement au dernier moment, suite à l'humiliation vécue, avec tout ce, je dirais pour le coup, ce buzz médiatique autour d'un débat sélectif.
autour de 5 candidats qui, avec des sondages, mais qui ne cessent d'être démentis, avaient été, je dirais, encensés, sanctuarisés pour participer. Et depuis, votre candidat progresse dans ces mêmes enquêtes. Oui, pour le coup, le vrai sens, comme tu l'as dit, Jade, d'avoir quitté le plateau, c'était tout simplement de dire que tout comme il n'y a pas de petits et de grands Français, il n'y a pas de petits et de grands candidats. Mais chaque Français est à égalité avec un bulletin de vote. Et chaque bulletin de vote accumulé peut faire gagner Robin Bassa. Moi, j'arrive pas à croire que ce n'était pas un coup politique calculé de la part de Nicolas Dupont-Aignan. Et vous me le ferez pas, vous n'arriverez pas à me convaincre de cela. Je pense qu'on préfère tous la figure de David et celle de Goliath. Et c'est une aubaine pour les petits candidats d'être traités de cette manière par TF1. Ça nourrit leur discours pour critiquer le système, pour dire regardez les gros candidats, regardez les candidats des médias, regardez comme Macron était mis avec Patrick Drahi, regardez comme les chaînes de télé font le jeu de ces gros candidats. C'est du pain béni, c'est en réalité un cadeau pour ces petits candidats. Il ne faut pas rentrer dans la paranoïa non plus, honnêtement. Surtout pour que ça soit du pain béni, il faudrait qu'ils aient un espace médiatique pour le dire. Touche pas à mon poste, les accueils du lundi au vendredi. C'est un appel. Un espace médiatique crédible et sérieux sur lequel ils puissent réellement s'exprimer. Oui, il est sur un autre Êtes-vous en train de dire que touche pas à mon poste n'est pas une émission sérieuse? Non, mais moi, pour le coup, là, je suis en train de voir Alexandre Lobé, on va revenir au fond du débat, parce qu'on ne va pas faire maintenant... Attendez, la hiérarchie des émissions, le plus important, c'est la question que je vous pose. C'est une exigence démocratique que d'avoir les différents candidats. Et est-ce que, selon vous, ces débats télévisés, Jadza, peuvent faire bouger les lignes? Pour quelqu'un comme vous, citoyen, qui les regardez, est-ce que ça peut cristalliser votre vote si jamais vous étiez encore indécis? Mais je crois très certainement que les débats permettent au moins aux citoyennes et aux citoyens de connaître les candidats. Parce que nous, certains d'entre nous avons la chance d'être passionnés par cela et donc nous suivons, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Et donc les médias ont une responsabilité. Mais je voulais simplement rebondir sur quelque chose. On parlait à l'instant des sondages. Il y a une loi qui a été adoptée en 2016 et qui a modifié les règles électorales et qui désormais indique que le temps de parole des candidats sera déterminé par leur représentativité en fonction des résultats aux dernières élections et, je cite, des indications des sondages. Je suis atterré par cette loi, je crois que Nicolas Dupont-Aignan avait voté contre. Je suis atterré par cette loi parce qu'à mon sens, elle signifie une victoire de l'appauvrissement du débat politique et un rétrécissement du champ démocratique et c'est inacceptable. J'ajouterais effectivement qu'il y a une clause également de réduction de la période d'égalité du temps de parole qui a été votée main dans la main par les socialistes. Et on voit que vous êtes très vigilant à cela, et cela c'est important. Merci en tous les cas pour ce débat animé, vif sur différents sujets. Vous reviendrez, Parole de jeunes, c'est l'émission, l'une des seules dans le paysage audiovisuel français, je crois, à donner la parole une fois par semaine vraiment à de jeunes responsables politiques, associatifs, de la société civile. Merci encore. Allez, la suite de cette émission avec cette question. Va-t-on vers la fin du clivage gauche-droite? Est-ce un autre clivage qui pourrait alors structurer notre vie politique comme celui opposant les mondialistes aux protectionnistes? Sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants l'économiste Thomas Porcher à Gaspard Koenig, président de think tank Génération Libre. A tout de suite. On arrive à Saint-Plon, là où tout a commencé. Salut tout le monde. Frédéric Bardot est le cofondateur de Saint-Plon, une école d'informatique gratuite destinée aux individus en situation précaire ou à bas revenus. Mike, avant, il avait travaillé dans la restauration. Là, on parle code, on parle programmation. On va chercher des gens qui ne savent même pas ce que c'est que la programmation informatique. On suscite des vocations et on dit, mais en fait, tu peux le faire. C'est vous la France, à la découverte de l'école Saint-Plon, demain à 16h30 sur Public Sénat. Monsieur Jacques Chirac. Monsieur le Président, je me porte garant de Charles Pasqua. Je pense qu'il est particulièrement à même de juguler la vague d'attentats dont notre pays est toujours victime. Et qui viennent de recommencer. Avez-vous monté une entreprise terroriste en liaison avec Ali Fouad Saleh et Waïd Gorgi, traducteur à l'ambassade d'Iran? L'Iran ne considère pas le commando Nakash comme des terroristes. Ces hommes n'ont fait qu'accomplir leur devoir religieux. Le président Mitterrand pourrait user de son droit de grâce pour les faire libérer. C'est en son pouvoir. Si ça continue comme ça, on ne récupérera jamais les otages. Et Mitterrand se fera élire. L'affaire Gorgi, samedi à 22h30 sur Public Sénat. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission. On va plus loin pour évoquer à présent
Un nouveau clivage qui semble, soyons prudents, s'esquisser, se dessiner dans notre vie politique entre les protectionnistes ou les souverainistes et les mondialistes. Alors est-ce à dire que c'est la fin aussi du bon vieux clivage gauche-droite? On va en parler avec nos invités ce soir. Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir. Économiste, membre des économistes atterrés, co-auteur du livre Introduction inquiète à la Macron-économie. Et Gaspard Koenig, bonsoir. Bonsoir. Président du think tank Génération Libre. Messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de voir justement en marche, en œuvre, cette recomposition droite-gauche avec Julie Hulin. Ils prétendent tous deux lutter contre le système. Ils n'incarnent ni la droite ni la gauche. Ils sont pourtant aujourd'hui les favoris de cette présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'un est européen, progressiste, libéral. L'autre est nationaliste, anti-européenne et conservatrice. L'ouverture contre le repli. Progressiste contre conservateur. Voici le nouveau clivage qui viendrait redéfinir le paysage politique. Selon le dernier baromètre de la confiance politique, 75% des Français estiment qu'aujourd'hui, les notions de gauche et de droite ne veulent plus dire grand-chose. Le symbole d'une démocratie malade. En son sein, deux gauches irréconciliables, une droite minée par les affaires et des électeurs défiants. Le clivage qui structurait la vie politique française depuis la Révolution est-il en train de disparaître ou bien seulement de se transformer? Certains ont choisi d'en faire une stratégie politique. Mais pour gouverner, ils n'auront d'autre choix que la coalition avec les partis traditionnels. Voilà, on va parler de ce clivage. D'abord, je voudrais vous faire réagir au mouvement, au ralliement. Thomas Porcher, soutien en cours en direction d'Emmanuel Macron. Est-ce que ces actes, ces déclarations, elles accélèrent justement la recomposition politique, selon vous ? Je pense qu'il y a une clarification qui devait être faite depuis longtemps à gauche. Vous avez eu un président, François Hollande, qui s'est fait élire avec un programme de gauche et qui après a appliqué plutôt un programme de droite, avec Emmanuel Macron et avec Valls. Ça a été la loi travail, la loi Macron, l'ouverture des magasins le dimanche, la flexibilité du marché du travail. Donc là, il y a une clarification qui s'opère. Là, quand même, on a pour une fois un candidat à droite qui est très à droite, François Fillon, un candidat à gauche, Monsieur Hamon, qui est très à gauche, et au milieu, vous avez un centre qui est plutôt au centre, même s'il est plus libéral pour moi. Donc voilà, on est loin de ce qu'on pensait avoir, c'est-à-dire l'UMPS, ou avoir le champ du débat politique qui se réduisait un petit peu comme aux États-Unis, où finalement vous aviez le droit à une alternance politique, mais pas d'alternative économique. Là, on se rend compte qu'il y a des programmes très clairs, et je trouve que cette clarification finalement était nécessaire et qu'elle est plutôt bien. Quel est votre avis, Gaspard Koenig? Et j'ajoute ceci lors d'un meeting ce soir à Dijon. C'est Emmanuel Macron qui répond aux critiques sur son positionnement politique et ses ralliements en assurant, je cite, que personne n'attend d'un président qu'il fasse une bonne journée de gauche ou une bonne journée de droite. Autrement dit, il balaye d'un revers de main ses critiques sur le droite et gauche. Il est toujours dans son ni droite ni gauche. L'essence du libéralisme, d'abord, c'est qu'il précède la distinction entre la droite et la gauche. On évoquait dans votre reportage la Révolution française et la naissance, effectivement, entre ceux qui étaient pour la mort du roi et ceux qui étaient contre, du clivage droite-gauche qui a ensuite structuré notre vie politique. Mais si on la reprend un peu en amont, les physiocrates, les premiers libéraux, étaient à la fois défendaient le libre-échange. La première page de Qu'est-ce que le tiers-état de l'abbé Sieyès, c'est un éloge du libre-échange, et ils défendaient par ailleurs les libertés individuelles, les libertés politiques. Et cette philosophie, elle est restée vivante, on l'a un peu oublié en France, mais elle est restée vivante pendant 2 siècles et demi. Et il y a toujours des gens qui la défendent et qui défendent cette cohérence individualiste, de rapport très direct entre l'État et l'individu, par-delà les partis. Et je dirais que d'ailleurs, elle a pris à gauche une certaine voie qui est passée par Proudhon et qui a été jusqu'à Pierre Bérégovoy. Oui. Elle a pris à droite d'autres voies qui est passée par les orléanistes et puis en ce moment qui se perd un peu parce que contrairement à vous, je pense que Fillon n'est pas très libéral et ce qu'il vient de dire sur les travailleurs détachés le prouve. Et je pense que on peut dire qu'on dépasse tout, on peut dire aussi qu'on revient finalement à l'origine, qu'on a quelque chose de plus cohérent. Emmanuel Macron est quand même assez timide dans l'ensemble de ses propositions, mais néanmoins ce qu'il représente est intéressant parce qu'effectivement il renoue avec une partie de cet héritage originel. Alors, vous nous direz en quoi il est intéressant, même s'il est timide, selon vous, Emmanuel Macron. Mais Thomas Porcher, pour revenir vraiment au clivage, j'ai dit tout à l'heure, protectionniste versus mondialiste. Faire attention, c'est aussi le clivage que souhaite installer Marine Le Pen en renvoyant dans le camp des mondialistes tous ceux, dit-elle, qui sont pour une ouverture de tout, des frontières, ou pour une mondialisation débridée. Malgré tout,
mondialiste, protectionniste. Est-ce que vous le voyez s'esquisser, ce clivage aujourd'hui? Je pense qu'il y a une volonté d'imposer une forme de pensée binaire. Soit vous êtes protectionniste, soit vous êtes mondialiste, soit vous êtes pour le monde tel qu'il va et qu'il ne va pas, soit vous êtes pour le repli sur vous-même. Et je pense qu'il y a quand même des degrés différents. On se rend compte que sur le protectionnisme, Emmanuel Macron, par exemple, propose de taxer une partie des produits chinois, ce qui est une forme de protectionnisme. Vous avez Benoît Hamon qui propose des formes de protection, Montebourg qui a fait un programme quand même qui était plutôt très protectionniste, Jean-Luc Mélenchon aussi. Donc il ne faut pas confondre le nationalisme fort, voire le racisme de Marine Le Pen et la libéralisation à outrance que peuvent défendre certains. Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, même si globalement il dit qu'il faut remettre la France dans la mondialisation, ce qui veut dire pour lui couper dans les dépenses publiques, casser le modèle social, le réajuster sur d'autres modèles sociaux beaucoup plus adaptés à la mondialisation. Un modèle social qui produit 10% de chômage et combien de millions de travailleurs pauvres? Non, alors je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ça fait, bon après on pourra en reparler, mais je pense que ça fait justement 30 ans que l'on fait en sorte de casser ce modèle social qui provoque du chômage. Vous regardez Emmanuel Macron, il a fait une loi, il y a une loi travail. Quels ont été le bilan de ces lois aujourd'hui? On a eu beaucoup plus de chômage. Vous savez très bien qu'on n'a pas encore les effets de la loi travail sur les chiffres du chomage. Depuis 2000, économiste, donc je ne sais pas vous pouvez l'apprendre. Il y a des grandes variations macroéconomiques. Et la loi travail, les décrets d'application sont parus il y a quelques mois. C'est pas ça qui change les chiffres du chômage. Dans les années 80, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une forme du tournant de la rigueur qu'on l'a appelé de Mitterrand. Vous êtes passé de la tête. Oui, mais il y a eu un tournant de la rigueur quand même. Modeste. On a baissé la position, on a privatisé une partie. Ont cessé d'augmenter en France depuis la fin des années 70 et il n'y a pas eu un seul budget à l'équilibre, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Voilà. Mais qu'est-ce qui a soutenu? Et nous avons le taux de dépenses publiques le plus fort de tous les pays de l'OCDE, vrai ou faux? Oui, mais c'est un choix de société. Vous savez comme moi... C'est un choix de société qui finalement ne marche pas puisque personne n'est content de l'école, des systèmes d'allocation, des systèmes de formation. Visiblement, ça ne marche pas quand tout est géré par l'État. Depuis 2008, ce qui a soutenu le PIB, c'est la dépense publique. Sans cette dépense publique, notre économie se serait écroulée. Ça, c'est une réalité. Je vous rappelle qu'on a injecté énormément d'argent public pour soutenir les banques, et y compris pour soutenir l'industrie française. 6 milliards... J'aurais préféré en tant que libéral qu'on laisse tomber les banques. Bon, voilà, c'est un choix, mais on a quand même mis beaucoup d'argent public, et c'est aujourd'hui des États-Unis... Et ensuite, pour éponger ça, vous avez la BCE qui crée une autre espèce d'autoritarisme monétaire qui favorise la spéculation et les bulles de capitaux. La BCE, c'est pas bien comporté, je suis d'accord avec vous. Oui, mais les États-Unis... Mais c'est le résultat direct de votre politique de dépenses keynésienne. Non, c'est faux, mais c'est faux. Les États-Unis, en 2011... ont soutenu, ont laissé couler leur déficit pour soutenir la relance économique et ça a marché. Nous avons pratiqué l'austérité à partir de 2011. Aucune austérité en France. Aucune austérité en France. Les dépenses publiques n'ont pas baissé. Les dépenses publiques n'ont pas baissé. Au Royaume-Uni, il y a eu de l'austérité. On peut être pour ou contre, mais au moins soyons... En Espagne, il y a eu de l'austérité. En Grèce, il y a eu de l'austérité. Non, mais je vais vous laisser juste conclure. Allez-y. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur ce point? Et je vous ramène. Sur quoi? Pourquoi, selon vous, il y a austérité alors que apparemment il y a eu une austérité qui a été faite, les collectivités territoriales ont moins d'argent, il y a eu une austérité qui n'a pas été aussi forte, attention, qui n'a pas été aussi forte que ce qui s'est passé dans les pays du Sud. Je rappelle qu'il y a des fois la dépense publique a baissé en pourcentage parce qu'il y a eu de la croissance. D'accord. Là, aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de croissance que la dépense publique augmente. Je vais revenir à notre débat. Et c'est le clivage qu'on va appeler, peut-être qu'il est un peu caricatural, mondialiste, protectionniste. Et je vais le relier à ce qui s'est passé quand même, Gaspard Koenig, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Est-ce que le Brexit et l'élection de Donald Trump militent pour ce nouveau clivage? Et moi, il me semble que, en fait, ce clivage reflète quelque chose de plus profond, qui est que les individus ont peur de ne plus avoir de frontières, de cadres. Mais ça va au-delà même de la politique ou de l'économie. On a peur de ne plus avoir de frontières biologiques quand on voit les progrès des biotechnologies. Alors du coup, on manifeste contre la GPA. On a peur de ne plus avoir de frontières sociales, de voir que les classes sociales, finalement, ça n'existe plus, que les métiers, ça n'existe plus, parce que chacun peut lancer sa propre petite entreprise. On a peur de voir disparaître les frontières géographiques. Bref, on a peur de voir disparaître ce donné biologique, social, historique, qui nous constituait, pour arriver à un univers de choix où l'on peut finalement choisir à la fois son corps, sa vie, voire même la communauté dans laquelle on veut appartenir, voire même sa nation. Ça va beaucoup plus loin qu'un clivage politique. C'est quelque chose qui, je pense, est effrayant, qui est angoissant, parce que c'est une vraie liberté. C'est une vraie liberté. Et c'est à travers ça que j'analyse le retour des églises comme des formes de protectionnisme qui disent on arrête tout, on arrête ce mouvement vers l'individu
et on retrouve nos bonnes vieilles catégories où on sait à quoi on appartient, on sait dans quelle famille on est. Et je pense que le fait que ces mouvements protectionnistes soient très souvent liés à des idéologies sociales conservatrices n'est absolument pas anodin. Et en revanche, je pense que c'est un peu le champ du signe de la frontière au sens général que je viens d'évoquer, et qu'on se dirige vers un monde qui, je pense, pourrait être, si on l'organise de manière intelligente avec des politiques publiques, alors qui n'auront plus rien à voir avec les débats qu'on vient d'avoir, qui seront complètement différentes, on peut parler du revenu universel ou d'autres choses, et qui permettent à l'individu de lui donner les moyens de cette nouvelle autonomie, de lui donner les moyens de faire ses choix de manière plus tranquille, eh bien, je pense que là, on arrivera à l'idéal qui reste, nous autres libéraux kantiens, un libéral cosmopolite. Oui, c'est là où on est à l'essence vraiment du de détacher l'État de la nation et de dire finalement, les nations peuvent être des ensembles choisis, pas forcément d'ailleurs à l'échelle de ce qu'on appelle aujourd'hui des pays. Je pense que le XXe siècle, c'était les États-nations, c'est probablement quelque chose qui va disparaître. On voit émerger des métropoles qui sont des petits pays. Quand vous avez eu le Brexit, on a vu qu'il y a eu plein de Brexit après. Il y a eu les Écossais qui ont dit mais non, finalement, nous ne sommes pas britanniques, on se sent écossais. Et puis les Londoniens ont fait des pétitions pour le London Exit, parce que les gens finalement ne se sentent plus rattachés, se sentent plus sujets à la décision de ceux qui ont le même passeport qu'eux. Parce qu'ils disent finalement ma communauté, c'est pas l'Angleterre, c'est Londres. Ma communauté, c'est pas l'Angleterre. Et ça se passe. Les mouvements de sécession sont aujourd'hui très forts aux États-Unis, au New Hampshire. Vous avez un mouvement que j'avais été visiter, ce Free State Project. Vous avez les mouvements de sécession de la Californie. Vous en avez beaucoup en Europe. Et finalement, chacun se excite des ensembles dans lesquels il appartient pour aller vers des communautés choisies. Exactement. Alors là, on pointe un point qui est important et qui a été d'ailleurs mis en évidence dans la théorie économique. L'ouverture des marchés et la libéralisation entraîne un conflit d'intérêts dans les sociétés. Des résultats de prix Nobel qui le montrent, Krugman par exemple. On veut chacun les prix Nobel qui l'arrangent. Exactement. J'en ai plein dans la besace. Il y a un conflit d'intérêts entre travailleurs qualifiés qui profitent de la mondialisation, les mégalopoles, etc., et les travailleurs non qualifiés qui sont de plein fouet en concurrence avec les produits importés. Et vous avez aujourd'hui, en fait, beaucoup d'économies, et c'est le cas du Royaume-Uni, et c'est le cas des États-Unis, avec comme résultat Trump et le Brexit au Royaume-Uni, c'est-à-dire que ces gens ont été abandonnés à la mondialisation et la dépense, le support public qui devait leur assurer les services publics, la protection sociale, a été coupé pour les raisons que vous évoquez. Et donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Attendez, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils vont mettre des extrêmes au pouvoir. Alors c'est très beau de dire oui, l'individualité, enfin comme vous dites là, les mégalopoles, ces grandes villes, etc. C'est très important. D'autres ensembles ruraux qui existeront. Il y a plein, ces dernières années, nous l'avons vu avec la crise financière, il y a plein de moments où quand l'économie s'effondre, qu'est-ce qui se passe? Quand les banques s'effondrent, qu'est-ce qu'elles vont voir? Elles vont voir quoi? L'État, leur pays. C'est bien ce que je leur reproche. Quand les industries vont mal, elles n'ont plus de pays, les banques. Quand les industries vont mal, elles vont voir qui? Leur pays. Et qui est-ce qui paye? C'est l'État. Mais à qui on demande de rembourser? À l'ensemble de la population. Et vous et moi, mais c'est bien le problème. Moi, je suis pour qu'on restructure la dette et qu'on laisse tomber les banques, absolument. C'est ça, une vraie politique libérale, et qu'on n'aille pas chercher le contribuable je ne sais où, d'autant que ces banques ont des problèmes qui sont liés au système international et pas liés à tel ou tel peuple. Et j'ajouterais que sur l'analyse, la prémisse est fausse de dire les perdants de la mondialisation ont voté pour le Brexit et pour Trump. Parce que ce qui est intéressant quand on regarde sur le Brexit et sur Trump la décomposition des votes, on s'aperçoit que ce n'est pas sur les niveaux de revenus. Que les niveaux de revenus sont comparables sur ceux qui ont voté Brexit ou ceux qui ont voté Remain. Moi, je connais plein d'Anglais extrêmement riches, affluents, etc., mais qui ont la nostalgie d'une vieille société anglaise plus aristocratique, etc., qui ont voté Brexit. Mais c'est le on connaît aussi, par exemple, la plupart... peut-être. Alors, le vrai nouveau clivage. Des jeunes, pauvres ou riches, ou plutôt sans encore beaucoup d'argent, ont voté pour le Remain, et c'est pareil de l'autre côté des États-Unis. Donc, ce n'est pas un problème de revenus. Je pense que c'est un problème culturel. D'ailleurs, on sait que dans les deux cas, ceux qui votaient le plus en faveur de Trump ou du Brexit étaient quand même plutôt les gens les plus âgés. C'est pour ça que j'ose parler de champ du signe. Alors, le clivage pourrait être, mais il faut faire attention parce que alors, les mots ont des significations à tiroir, entre une forme de conservatisme, de retour de nostalgie en fait conservatrice, et puis d'autres qui acceptent le système dans lequel on est, même s'ils sont perdants. C'est pas forcément les perdants qui votent contre, etc. Alors ça, complètement. Je pense que ça reflète des processus avant tout culturels. Mais je dirais que si le choix, c'est entre, d'un côté, le retour aux frontières, encore une fois, pas seulement les frontières géographiques, et puis l'acceptation, vous le disiez, du monde tel qu'il est, je pense que ce n'est pas la bonne alternative. Et qu'il faut justement imaginer des politiques publiques
qui n'ont rien à voir avec celles d'austérité ou non qui ont été mises en œuvre ces dernières années et qui sont précisément ce discours-là que vous portez, vous l'entendez aujourd'hui dans la campagne présidentielle? Honnêtement, celui qui... Alors d'abord, pas beaucoup, parce que les sujets qui sont abordés dans la campagne sont à milieu, et on l'a vu pendant le débat, des grands sujets de demain sur lesquels le politique devrait se pencher, à commencer par l'intelligence artificielle, par le transhumanisme, par le digital, et évidemment par l'Europe, qui était complètement absent de ce débat. Et donc on pose toujours le même cadre, qu'est-ce que vous faites pour la Sécu, qu'est-ce que vous faites pour les retraites, etc., sans prendre en compte l'extraordinaire puissance. Ça touche aussi beaucoup de Français, plus que le transhumanisme, etc. Plus que le transhumanisme. Le politique doit se projeter un peu. Le big data, ça touche tous les Français. Et ils le savent peut-être pas assez, parce qu'on n'a pas assez expliqué les conséquences. Et ce que je veux dire, l'intelligence artificielle sur la robotisation et la peur de perdre son job, on est en plein dans le débat. Les gens le voient bien. D'ailleurs, le problème en France, c'est plutôt qu'il n'y a pas assez de robots plutôt que trop de robots. Mais fermons cette parenthèse. Mais simplement, je dis que sur ce nouveau monde, il faut construire des politiques complètement nouvelles. Par exemple, l'idée de Macron sur l'assurance chômage. Je ne suis pas d'accord avec cette idée, mais je trouve que l'intention est assez intéressante et que là, il propose quelque chose de complètement nouveau, qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, chacun peut avoir droit au chômage. Vous avez consacré un livre. Un revenu universel, universel pour chômeurs. Un livre à la colonne vertébrale, j'allais dire, économique d'Emmanuel Macron. Le problème avec Emmanuel Macron, même si ça c'est une idée innovante, effectivement, de dire qu'on peut démissionner et toucher le chômage. Pourquoi pas, c'est vrai. Et même l'automatisation du chômage, même le revenu universel, sont des idées, effectivement, qu'il faut aborder. Je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Maintenant, faire constamment du chômage un problème individuel, de ramener tout à l'individu, moi je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a un déterminisme social et il y a des politiques aussi macroéconomiques. S'il y a 1,5 million de chômeurs en plus depuis 2008 ou 3,5 millions en plus en Espagne depuis 2008, c'est pas pour des raisons individuelles, sauf s'il y a eu une épidémie de paresse ou des incitations négatives depuis 2008. Non, c'est des problèmes macroéconomiques, des problèmes justement de relance économique, et ce n'est pas des problèmes qui se réduisent à une incitation individuelle. Comparaison n'est pas raison. Je pourrais citer l'Angleterre où il y a quasiment le plein emploi, puisqu'il y a 4,7%. Et combien de travailleurs pauvres? Voilà, donc je l'anticipe. Dites-le-moi. Voilà, je lui répondrai que du coup, effectivement, beaucoup choisissent, parce qu'il y a eu des études, notamment sur les indépendants en Angleterre, qui montrent que même si effectivement c'est dur, même s'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils ont décidé de faire ce choix, et que c'est tout de même une société qui me semble quand même aujourd'hui plus dynamique, parce que les gens, quand ils ont un emploi, ils se sentent en activité, ils se sentent dans la société. Vous nous dites que certains ont choisi, c'est un choix de société, d'avoir des travailleurs pauvres. Non, mais d'être indépendants. Indépendant et donc d'avoir des revenus fluctuants. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière de Upwork et de WeShare sur les indépendants en France, les freelances. Souvent, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Moi, d'ailleurs, depuis que je suis indépendant, je gagne beaucoup moins d'argent que quand j'étais salarié. Moins vous plaindre que d'autres. Non, mais bien sûr, mais chacun à son échelle. Évidemment. Voilà. Et 90% estiment, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, qu'ils sont heureux d'avoir fait ce qu'ils considèrent être un choix. Donc il faut un peu les écouter, ces gens-là, et comprendre que c'est pas seulement le nouveau précariat, c'est pas seulement le nouveau précariat. Mais ça l'est aussi. Oui, mais il faut du coup l'utiliser par d'autres politiques publiques. Il faut du coup les aider avec d'autres politiques publiques, mais ça correspond à une évolution sociologique et culturelle profonde. Parce qu'il n'y a pas de création d'emplois. C'est ça la réalité. Moi aussi j'ai été indépendant, mais parce qu'il n'y a pas de création d'emplois. J'ai été indépendant pendant 4 ans, 5 ans. C'est une création d'emploi, je suis désolé. Attendez, créer de la production, c'est une création d'emploi. Alors, comment vous expliquez que 56%... Jean-Baptiste C. Pour monsieur. 56% des auto-entrepreneurs déclarent seulement un chiffre d'affaires. Les autres n'en déclarent pas, ils ne gagnent rien. Sur les 56%, ce qu'ils déclarent est en dessous, quand on retire toutes les charges, de 1 000 € par mois, donc du SMIC. Et ça, c'est un progrès social. Alors oui, bien sûr, si vous n'avez rien d'autre à faire, s'il y a pas, vous êtes dans une économie qui fait perdre des emplois, oui, effectivement, c'est mieux que de rien faire. Déjà, ça vous offre un statut social que vous n'avez pas quand vous êtes chômeur. Mais la réalité, c'est que si vous avez une économie qui repart, et vous le voyez même aux États-Unis, le pays de Uber en Californie, l'emploi individuel diminue. Parce qu'il y a de la croissance. Quand il y a de la croissance, l'emploi individuel diminue. C'est une réalité. L'emploi individuel, c'est un support quand il n'y a pas de création d'emploi et pas de croissance. Moi, je pense fondamentalement que ce discours... c'est étonnant d'ailleurs parce que la gauche, au 19e siècle, était contre le salariat. Marx a écrit des pages magnifiques contre le salariat en expliquant que le salariat, c'était l'aliénation parce qu'on n'était pas soi-même, parce qu'on était dépendant de la subordination. Attendez, la droite au 19e siècle s'est opposée au travail des enfants, s'est opposée à la suppression du travail des enfants. On va essayer maintenant de passer au 21e siècle. C'est Émile Olivier qui était libéral. Non. C'est la supprimée Bastia. Mais si on ne va pas faire un débat sur l'histoire historique. Ça va, j'ai mes références aussi. Non, sur la réglementation sur le coton, les premiers qui ont dit pourquoi on fait une réglementation sur les cotons pour interdire les enfants de moins de 9 ans au 19e siècle. Est-ce qu'on peut revenir au débat?
libéraux comme vous qui ont dit c'est Émile Ollivier qui a aboli le travail des enfants et c'est un libéral et au nom des Vous droits avez de très individuels. belles références historiques, on est content de les connaître. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, cette même gauche qui était à raison contre le salariat se met à défendre mordicus le salariat, essaye de requalifier tous ces pauvres auto-entrepreneurs en salariés et ne comprend pas que nous évoluons vers un modèle. Bien sûr qu'il y a des auto-entrepreneurs pauvres, bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr qu'il faut faire des politiques publiques, mais que nous évoluons vers un modèle où l'idée même d'un lien de subordination est en train, y compris au sein de l'entreprise classique, de devenir obsolète. Nous avons d'ailleurs sorti une note pour voir comment on peut supprimer le lien de subordination du contrat de travail classique, y compris dans l'entreprise. Et vous allez avoir, y compris dans l'entreprise, au lieu d'avoir des liens de subordination hiérarchique extrêmement clairs, où les gens souffrent parce qu'ils sont des rouages dans une machine, vous allez avoir des structures qui seront beaucoup plus poreuses, qui seront beaucoup plus malléables, qui seront beaucoup plus endogènes, où les gens vont pouvoir coopérer de manière beaucoup plus spontanée. Vous pensez Alors que c'est un peu idéaliste, mais c'est un mouvement intéressant. On appelle ça l'entrepreneuriat. Mais non, mais les gens le vivent dans leur entreprise. On appelle ça l'entrepreneuriat, on appelle ça entreprise libérée, on appelle ça les coopératives. Il y a plein de choses. Vous me donnez l'impression qu'un auto-entrepreneur ou quelqu'un qui est en libéral est sur le même niveau de terrain de jeu quand il négocie un contrat avec une entreprise, ce qui est faux. Demandez aux 40 000 précaires que vous verrez très bien que les contrats qu'ils ont souvent, ces individuels, sont reliés au cycle d'activité, à la bonne volonté des entreprises. Donc le lien de subordination, il existe. Il existe chez les chauffeurs d'Uber, comme il existe chez les indépendants qui travaillent avec des grosses boîtes. Et vous le savez, mais demandez aux précaires. D'abord, c'est bien pour ça que je défends un revenu universel, c'est pour permettre aux gens. Oui, mais là, ça fait partie du système. Je suis désolé. Vous échappez sur le sujet. Restez sur les indépendants. Non, parce que ça permet d'échapper à la contrainte économique pure et dure. Le revenu universel fait que quand vous acceptez un travail, ça devient un choix. Et vous... Oui, on est d'accord là-dessus. Non, mais on est d'accord, mais c'est quand même important. Alors effectivement, dans la situation actuelle, tout est fait pour le salariat. Dans la situation actuelle, quand vous êtes auto-entrepreneur indépendant, etc., vous ne pouvez pas vous loger. Parce que vous ne pouvez pas avoir de contrat de location. Vous pouvez difficilement vous assurer pour votre santé. Je crois qu'on est même tous d'accord. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le système social est conçu sur le modèle du salariat. Je ne le défends pas du tout. Je dis qu'il faut le transformer pour l'adapter à une société d'auto-entrepreneurs et en faire justement quelque chose d'acceptable. Est-ce que vous pensez, ce que vous avez décrit, sans revenir jusqu'au 19e siècle, est-ce que vous pensez que cela pourrait marquer un tournant, une révolution, à court terme, on va dire, dans notre vie politique française, puisque je reviens prosaïquement à ce que nous vivons et à notre pays? Oui, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans cette campagne, c'est la destruction des partis politiques classiques. Alors, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je vais trouver extrêmement intéressante, c'est de suivre les législatives. Parce qu'on parle beaucoup de la présidentielle, mais peut-être qu'on va avoir l'occasion là d'avoir un véritable révélateur, les législatives, Et effectivement. surtout, on va peut-être avoir l'occasion d'avoir enfin, pour la première fois depuis la fin de la Troisième République, un vrai Parlement. C'est-à-dire des élus qui viendront de partis une chambre très éclatée. Vous aurez du Front National, vous aurez des En Marche, de la gauche, de la droite, des Verts, des Mélenchonistes, etc. Et où du coup, le président, quand Macron dit mon gouvernement, ce que je vais faire, mon programme, etc., mais il ne va pas le faire, il ne va pas avoir de majorité à 50%. Mais du coup, c'est intéressant, parce que le président pourrait redevenir une sorte de symbole, comme c'était d'ailleurs le cas originellement dans la Ve République, un président un peu à l'allemande. Donc vous nous dites, vive la destruction des partis politiques ce soir. Exactement, un gouvernement qui deviendra responsable devant la Chambre, qui sera le produit d'alliances, et souvent les coalitions et les coalitions de projets donnent des résultats politiques extrêmement intéressants. La conclusion, je dirais, plus de pouvoir législatif. Une destruction officielle des partis, mais dans le discours, il n'y a pas de changement. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il est nouveau et qu'il est moderne, qui vous dit qu'il faut flexibiliser le marché du travail, il faut travailler plus, il faut s'adapter à la mondialisation, il faut réduire les déficits, j'ai l'impression qu'on a déjà entendu ça. Oui, on l'a jamais fait. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de novateur dans le discours de Macron? Rien. Qu'est-ce qu'il y a de novateur? Juste qu'il ne passe pas par un parti, oui, ça c'est bien, mais son discours, c'est un discours pour le coup déjà entendu depuis longtemps. Merci en tous les cas, messieurs, pour ce débat vif et tranché. Merci beaucoup pour votre analyse. Dans quelques instants, à suivre, c'est le grand entretien avec un linguiste de renom. C'est Alain Bentolila, auteur de l'ouvrage L'école contre la barbarie. Également à suivre à la revue de presse. Et c'est juste après le tour d'horizon de l'actualité du jour. Après Barbara Pompili et Thierry Braillard, c'est un nouveau membre du gouvernement qui vient d'annoncer son ralliement à Emmanuel Macron. Un soutien de poids, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Une décision saluée par le candidat d'En Marche alors que l'équipe de Benoît Hamon a dénoncé un comportement inacceptable. Des ralliements venus également de la droite. Dominique Perben, l'ancien ministre de la Justice de Jacques Chirac, a annoncé ce jeudi son soutien à Emmanuel Macron, tout comme l'ex-ministre des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, qui dénonce au passage le manque de responsabilité de François Fillon. Emmanuel Macron.
Ce que je voulais vous redire ce soir, c'est que même si jour après jour, vous voyez des soutiens, des ralliements, et ils sont extrêmement importants, ils nous donnent de la crédibilité, de l'assise, ils nous apportent de l'expérience, oui, nous renouvellerons la vie politique. Et moi, je suis le garant de cette promesse. Donc oui, la moitié des investitures législatives, ce seront de nouveaux visages. Oui, le gouvernement que je nommerai sera aussi pour une partie conséquente de nouveaux visages. Oui, nous renouvellerons la vie politique française. Déclaration. Il est normal, suite à la primaire, de soutenir celui qui l'a gagné. En même temps, je comprends aussi Manuel Valls. Il a été Premier ministre d'un gouvernement qui a été fortement critiqué par les frondeurs. C'est un des frondeurs qui est aujourd'hui porteur de la campagne présidentielle. Pour lui, c'est assez difficile. Maintenant, je pense qu'il faut que l'ensemble des socialistes soient derrière leur candidat. On a besoin d'un parti socialiste fort, tant à la présidentielle, en espérant la gagner, qu'après, pour législative. Idée. Il souhaite une société plus solidaire. À un mois de l'élection présidentielle, Nicolas Hulot et 80 ONG unissent leurs forces et lancent une campagne jusqu'au 21 avril pour inciter les candidats à la présidentielle à s'engager dans la lutte contre les inégalités. Pauvreté, mal logement, écologie, évasion fiscale, ils mettent en avant 500 propositions et demandent au plus grand nombre de citoyens de les rejoindre. Nous devons montrer l'exemple dans cette campagne. Notre intervention, cette mobilisation citoyenne doit être prise non pas comme une défiance, non pas comme une méfiance, mais elle doit être prise comme une main tendue, notamment aux responsables politiques qui ont cette volonté demain de prendre le pouvoir. C'est la première fois qu'on a un collectif aussi important qui fédère toutes ces énergies, qui n'est pas là pour faire un catalogue technique de propositions, qui est là pour dire on est là et on a bien l'intention de le rester pendant la campagne, après la campagne, pour continuer à faire entendre la voix de ces millions de Français. Leurs propositions seront remises aux députés lors de la rentrée parlementaire. À l'étranger. Un civil français enlevé au Tchad. L'enlèvement aurait eu lieu ce matin près d'Abéché, à l'est du pays. L'homme, âgé d'une 60aine d'années, est employé d'une société française spécialisée dans l'extraction minière. Le Tchad est l'un des principaux alliés de la France dans la lutte contre le terrorisme et héberge à N'Djamena le QG de la force antiterroriste Barkhane. Et c'est l'heure de la revue de presse. On va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens. Demain, Le Figaro, d'abord, bien sûr, qui revient sur l'attaque de Londres, terrorisme islamiste, l'Europe en état d'alerte. Nous n'avons pas peur, a déclaré hier Theresa May après la revendication par Daesh de l'attentat qui, je vous le rappelle, a fait 3 morts et une vingtaine de blessés. Libération qui titre sur le candidat d'En Marche, Macron, l'Europe, l'Allemagne et nous. C'est un entretien exclusif collé à Berlin pour relancer le moteur franco-allemand. Le candidat détaille sa stratégie européenne dans Libération demain. Les Échos qui s'intéressent à la santé, les coûteuses promesses des candidats. Et puis à noter à l'instant cette réaction, le président de la République qui réagit aux propos de François Fillon, le mettant en cause ce soir sur France 2. François Hollande dit condamner avec la plus grande fermeté les allégations mensongères du candidat Les Républicains. Il dit avoir été informé des affaires par la presse. Ces propos, dit François Hollande, apportent un trouble insupportable à la vie politique française. Voilà pour cette dernière information. Et tout de suite, c'est le grand entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est un linguiste de renom. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages concernant notamment l'illettrisme des jeunes adultes et l'apprentissage de la lecture et du langage chez l'enfant. Il est professeur à l'université Paris-Descartes et son dernier livre en date s'intitule « L'école contre la barbarie ». Alain Bentelila, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Nous allons bien sûr parler en détail de votre ouvrage qui résonne avec l'actualité tragique à Londres que nous connaissons, puisque vous proposez, et parlons d'emblée de cette mesure qui est quand même détonnante, vous proposez de lutter à long terme contre la barbarie,
de faire entrer, pour cela, la spiritualité dans l'école, ou en tous les cas, de ne pas la laisser, cette spiritualité, de ne pas la laisser être instrumentalisée. Vous m'avez très bien lu. C'est une proposition, vous vous rendez compte, qui est... Parce que souvent, on a cru que je disais qu'il fallait faire entrer Dieu à l'école. Non, pas du tout. L'école est laïque, Dieu n'y a pas sa place. Par contre, la spiritualité y a sa place. Et la spiritualité, c'est autre chose. La spiritualité, ça veut dire... J'ai une phrase dans ce livre où je dis la spiritualité, c'est regarder vers le haut, même s'il n'y a personne. Même s'il n'y a personne. C'est-à-dire, même si je ne crois pas en un Dieu quelconque ou en des dieux différents, je vais vers le haut, c'est-à-dire j'élève mes élèves, l'école élève ses élèves, c'est-à-dire qu'on les pousse aussi loin qu'ils peuvent aller et on a de l'ambition pour eux. Et cette ambition, c'est l'intelligence, c'est-à-dire que l'école doit former les intelligences des enfants parce qu'il faut qu'ils comprennent le monde et qu'il faut qu'ils défendent le monde. Vous voyez, pour cela, il faut qu'ils apprennent à questionner notamment à l'école les textes religieux qui fondent toutes les grandes religions. Les textes, je dirais les textes fondateurs, c'est-à-dire aussi bien, si vous voulez, l'Odyssée, c'est-à-dire les grands textes de... donc c'est la Tour de Babel, Ulysse, le Jardin d'Éden, le Livre des Rois, Prométhée, et puis certaines sourates du Coran qui racontent des... Et vous savez, en fait, l'homme est le seul animal qui sait qu'il existe et qui sait en même temps qu'un jour, il n'existera plus. Et c'est quelque chose que vous, moi, tous les hommes ont à affronter. Voilà. On affronte ça tout le temps. C'est terrible, c'est absurde, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Et pour essayer d'apaiser cette angoisse, cette anxiété, ben les hommes ont raconté des histoires à propos des dieux de l'Olympe, de Dieu pour les monothéismes. Et à partir de là, ces récits, très, très parents d'ailleurs, parce que quand on... Par exemple, si vous voulez, vous prenez le les liens et les ponts sont évidents entre les grandes religions. Évident. Vous trouvez dans le Coran même des choses qui sont tout à fait analogues à ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Les gens ne le savent pas, s'ils le savaient seulement, s'ils le savaient. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on propose aux élèves de lire ces textes comme des histoires et qu'on les interroge, ces histoires. Qu'on les interroge avec autant d'exigence que d'intérêt. Alors ça, c'est un point important, parce que l'on soit croyant ou pas, vous dites que c'est une forme de culture qui nous est nécessaire. Connaître leur religion, ce n'est pas forcément y adhérer, pour ceux qui sont en train de se dire devant leur télévision, mais que nous propose Alain Batelila. La spiritualité n'a rien à faire avec les rituels, elle n'a rien à faire avec les interdits. En fait, on pourrait dire, en étant un peu rapide, que les religions ont transformé la spiritualité en religion avec les interdits et les rituels. Ce qui fait que si la laïcité ne s'allie pas à la spiritualité, alors on va être condamné à quoi? À voir si le voile est trop long, trop court, si la jupe a 3 cm de plus ou de moins, c'est-à-dire à se battre sur des interdits et des accoutrements. Alors que non, l'école n'a pas à se battre là-dessus. Quitte à choquer, honnêtement, je préfère une fille qui porte le voile et qui est libre d'étudier qu'une fille non voilée et qui souvent a un peu peur de lire, de montrer qu'elle sait, etc. Il faut d'abord toujours privilégier la liberté, c'est ce que vous dites. Et la mixité spirituelle, est-ce qu'on peut employer c'est une belle formule, la mixité spirituelle, j'aime beaucoup ça. C'est un site, c'est Nouvouil. Oui. Qui a sorti ça, et j'ai trouvé qu'ils avaient trouvé... vous la soumettre. Voilà, elle est très juste, la mixité spirituelle. Alors votre livre, Alain Batelila, exactement. Vous avez également 11 autres propositions, mais celle-ci, bon, elle est importante. C'est important d'en parler aujourd'hui. Nous sommes au lendemain de l'attaque de Londres, parce que vous dites que c'est par l'intelligence, finalement, c'est le meilleur rempart contre la barbarie. Ça peut sembler utopique, ce que vous dites, mais pour vous, c'est du concret. L'école, c'est la meilleure arme pour lutter contre cette folie. C'est la meilleure, pourquoi? Parce que on pourra... Alors, il faut lutter, il faut
avoir des policiers qui défendent nos écoles, qui défendent les institutions. Il faut aller lutter sur le terrain même où Daesh s'est installé, mais à long terme. Quand la dernière bombe tombera sur l'avant-dernier djihadiste. Quand on aura en face de nous des gens pour lesquels le temps et la mort n'ont pas le même sens que pour nous, je ne suis pas sûr qu'on gagnera. On arrivera à épuiser nos moyens alors que la folie meurtrière ne s'épuise pas. Là, vous parlez de la véritable lutte, finalement, si on peut dire la lutte finale, mais attention à l'utilisation des mots. C'est de lutter contre le poison de l'idéologie ? C'est de monter contre cette folie meurtrière, contre ce poison idéologique, de monter les intelligences comme des remparts. Et l'importance de l'école au centre, évidemment, de votre vie. Mais est-ce que c'est au centre des propositions aujourd'hui des candidats ? Non, moi je désespère. J'ai préparé une lettre ouverte aux candidats qui méprisent l'éducation et la culture. Méprise, votre mot est... Je pense ils font semblant. Ils font semblant de s'en occuper, mais c'est quoi? C'est quelques moyens de plus, de moins, etc. Mais pourquoi est-ce que... Quelle est l'importance de l'école? En quoi qu'est-ce qu'il faut dire aux maîtres? Leur dire, écoutez, nous comptons sur vous, vous êtes nos alliés dans cette bataille que nous essayons de mener. Ça, on ne leur dit pas. On leur dit Personne ne porte ce discours. Jamais. On se bagarre pour savoir si on va, en grammaire, utiliser le prédicat ou pas utiliser le prédicat, et si on va avoir changé l'orthographe des mots, l'écume des choses. Mais savoir attaquer un texte, l'attaquer, c'est-à-dire lui poser des questions, dénoncer son illogisme, être capable de chacun de ces mots de les peser, et de dire à celui qui l'a écrit, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et ça, parce que vous avez en face les textes et les discours que nos enfants entendent ou voient sur Internet sont faits par des gens qui manient parfaitement la langue. Oui. D'où l'importance de manier les mots et la langue, et dès le plus jeune âge. C'est ce que vous dites dans votre livre. Vous expliquez qu'il faut prêter attention à l'enfant dès la maternelle et lui donner, dites-vous, régulièrement des mots nouveaux. C'est-à-dire des mots, évidemment, qu'il va aimer régulièrement. C'est-à-dire, on peut peut-être organiser pour les parents qui nous écoutent. On a mené une enquête il y a 2 ans auprès des enfants qui rentraient au cours préparatoire. Donc, ils ont 6 ans et demi. Et on a juste dénombré le nombre de mots dont ils disposaient et dont ils connaissaient le sens. Et quand on fait cette enquête, on voit que les 20% qui ont le moins de mots culminent à 250 mots. Ceux qui en ont le plus en ont 2200, 2300. 10 fois plus en gros. Ils ne jouent pas dans la même cour. Ils ne disent pas le monde de la même façon, ils ne se défendent pas de la même façon, ils n'apprendront pas à lire de la même façon, quelle que soit la méthode de lecture qu'on leur proposera. Ce sont ces enfants-là, ces 20% d'enfants qui m'intéressent, parce que ces enfants vont rentrer dans un long couloir, traîner un retard considérable. Un couloir qui conduira à la vulnérabilité intellectuelle et à la violence. Et à la violence. Parce que quand on n'a pas les mots pour dire le monde, pour laisser une trace pacifique de soi-même sur le monde, alors on va laisser des traces qui sont des traces de meurtrissure. On va laisser des traces qui sont des traces de saccage. Parce qu'il faut bien exister. Rien n'est pire pour un homme, un homme avec un grand H, ou une femme évidemment, que de ne pas pouvoir agir et concrètement, et dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je laisse. Et donc, si vous voulez, ces questions-là, ce sont des questions absolument essentielles. Un enfant, dans ce système actuel, va passer de classe en classe, avec beaucoup de complaisance, mais aussi beaucoup de cruauté. C'est-à-dire que le système le laisse passer, puis quand il arrive à un niveau supérieur, il paye. Quel est le premier devoir, selon vous, Alain Bentelila, de notre école, tout simplement? Quel est
le premier des devoirs de notre école Le premier aujourd'hui. devoir de notre école, c'est d'être capable de permettre à un enfant de passer sa pensée dans l'intelligence d'un autre, avec une chance d'être compris et de recevoir la pensée de l'autre avec autant de bienveillance que de vigilance. C'est-à-dire que c'est ça, si vous voulez, une école doit faire ça. Et puis, bien sûr, elle doit donner les outils pour mesurer le monde, pour le dénombrer, et elle doit apprendre à comprendre les phénomènes du monde en se demandant, par exemple, quand on met de l'huile et de l'eau, pourquoi l'huile reste en haut. Je voudrais vous faire réagir à un débat dans l'actualité. Il y a quelques jours, il y a eu la polémique sur la clause dite Molière qui vise à imposer le français sur les chantiers dans certaines régions. Alors plusieurs syndicats, le MEDEF, de nombreux responsables politiques ont dénoncé une mesure, je cite, nationaliste. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai écrit une tribune dans le Figaro là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu, en disant que c'était se tromper de combat. Pour moi... J'ai lu votre tribune. Vous avez appelé à une solidarité linguistique. Exactement. Alors expliquez-nous. Vous lisez tout. J'essaye. Quand je reçois un invité, c'est la moindre des politesses. Oui. Alors c'est vrai, si vous voulez, j'appelle à une solidarité linguistique, c'est-à-dire que tous ceux qui entrent, qui voilà, qui viennent chez nous, voilà, eh bien on partage. On partage avec eux non seulement la nourriture et le sourire, mais on partage sa langue. On partage sa langue. Ils viennent 6 mois chez nous. C'est une chance formidable pour nous de leur donner le goût du français. Ils reviendront peut-être, ils iront ailleurs. Mais notre devoir, c'est celui-là. Enfin, on ne fait pas l'effort nécessaire pour, effectivement, que ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent dans notre pays, qui viennent chez nous, puissent véritablement être capable de converser avec nous. Donc avec cette clause Molière, en fait, on transforme la langue en un outil de rejet, d'exclusion. Voilà, très exactement, un outil d'exclusion, alors que la langue est un outil d'intégration. La langue, c'est un élément essentiel, constitutif de l'identité, de notre identité. Constitutif de notre identité nationale. Moi j'utilise volontiers c'est pas un mot tabou, d'ailleurs, pour vous, l'identité. Pour moi, l'identité nationale, telle que je la conçois, est un joli mot, c'est-à-dire c'est ce qui nous rassemble. Elle est multiple. Mais cette multiplicité, elle tient debout par la force du verbe commun. C'est un peu comme la tour de Babel, vous savez. Vous savez, la tour de Babel, en fait, ce ne sont pas des hommes et des femmes qui veulent taquiner Dieu en lui volant la connaissance et les secrets. Non, non. La tour de Babel, c'est des hommes qui montent, ils s'élèvent, et en dialoguant, parce qu'ils ont la même langue. Et puis, petit à petit, ils découvrent comment le monde fonctionne, etc. Après, tout le reste, c'est l'histoire, c'est-à-dire que le Dieu est jaloux, et puis il confond toutes les langues, et puis il les disperse. Mais peu importe. La beauté de la tour de Babel, c'est cette volonté des hommes, unis par la même langue, par le dialogue, de découvrir comment le monde fonctionne. Quand vous écoutez aujourd'hui, je reviens à la campagne présidentielle, les discours de responsables politiques, est-ce que vous entendez des discours, certains, il y en avait avant, de responsables politiques et de grands présidents cultivés, est-ce que vous sentez que certains sont pétris de culture? Est-ce que vous sentez... J'adore le mot. J'ai la réponse à ma question. Non, ils ont disparu, ces responsables politiques-là? Oui, oui. Ce sont des gens qui ne lisent que des ressucés fades, des notes qui ont été écrites par des gens qui ont eux-mêmes été cherchés sur Internet. Nous n'avons malheureusement pas de lecteurs. C'est-à-dire des gens qui lisent un livre, comme vous avez lu le mien, vous voyez, voilà, ça me touche que vous ayez lu ce livre, comme je suis touché quand un de mes livres est lu par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on peut se réjouir que les Français, c'était une étude, je crois, qui a été réalisée avant le Salon du Livre qui va se tenir ce week-end, lisent de plus en plus. C'est ça le plus important, c'est que les Français lisent de plus en plus. Les Français... Il y a une nuance ? Oui,
je ne sais pas si les Français lisent vraiment de plus en plus. Ils achètent plus de livres. Les lisent-ils? Je ne sais pas. Moi, ce qui me... Il vaut mieux d'ailleurs, quand on les achète. Voilà, espérons-le. Mais quand je vois, par exemple, les discussions sur des forums, il m'est arrivé de poster une tribune sur tel ou tel site, ou bien de l'écrire dans un journal. Et les réponses que vous recevez vous déçoivent. J'ai la coquetterie, la fatuité d'aller regarder les commentaires. Et c'est terrifiant de voir à quel point ils ne m'ont pas lu. Pourtant, c'est 2 pages et demie. Souvent, il ne faut pas les regarder, ils ne reflètent pas beaucoup oui. une pensée. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent 3 mots, et puis, donc, je me méfie. Vous parlez de mots, vous me dites qu'ils prennent 3 mots. Si vous deviez prendre un mot, allez, ce soir, un mot que le linguiste Alain Bentolila aime beaucoup, peut-être par-dessus tout. Transmission. Transmission. Voilà. C'est vraiment ça. Ça évoque aussi un devoir de transmission dans notre société. C'est la transmission, c'est ce que nous devons à nos enfants, c'est ce qu'on doit à nos petits-enfants. Vous avez dit tout à l'heure, leur passer des mots, leur passer des sensations, de beauté, de vérité. Et vous êtes un formidable passeur de mots, parce qu'il est vrai qu'à travers cet ouvrage et d'autres, vous en avez écrit plus d'une vingtaine, on apprend à aimer les mots avec vous, et grâce à vous... Je mets du temps pour l'écrire. C'est un plaisir de vous recevoir, Alain Bentolila. L'école contre la barbarie aux éditions First. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, à découvrir, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Je connais très bien Manuel Valls, très bien, et depuis très longtemps. Je suis d'abord atteint parce que j'aime tous les socialistes, je suis atteint de ce qu'il fait pour lui-même. Il le représente dans notre famille politique, ce n'est peut-être pas la majorité qu'il croyait, mais une sensibilité, il l'a portée parfois courageusement. Sa place chez nous, pourquoi il fait ça? Nous, on a toujours respecté les règles, y compris que lorsque lui se trouvait en situation favorable et qu'on était en désaccord. Donc je ne suis pas aujourd'hui pour qu'il y ait des sanctions, mais j'aimerais qu'il revienne à un meilleur état d'esprit, qu'il fasse cette campagne avec nous. Il nous la doit, il se la doit. En ce 25 mars 1957, il pleut des cordes, place du Capitole à Rome. Mais la foule est dense en ce jour historique. Jour de la signature du traité de Rome instituant la communauté européenne. La France arrive avec une liste d'exigences exorbitantes aux yeux de ses partenaires. Mais en dépit des désaccords, les 6 sont soucieux de faire aboutir les négociations. Conscients que rien ne se fera sans la France, un compromis est trouvé. La cérémonie de la signature instituant la CEE et la Communauté européenne de l'énergie atomique est organisée très solennellement à Rome, ville chargée d'histoire. L'événement se déroule au Capitole, dans la salle des Horaces et des Curiaces, héros de l'histoire antique, qui s'étaient entretués au cours d'un combat sanglant. Quel meilleur symbole pour marquer la réconciliation entre les ennemis d'hier. Dans son village, Sophie Gargovitch, comme un grand nombre d'élus, tente de tisser un nouveau lien de confiance avec ses administrés. En racontant son histoire, j'ai tenté de montrer que certains élus, et même un très grand nombre d'entre eux, sont très éloignés de l'image que se font une majorité de Français de leur personnel politique. Loin des batailles qui alimentent les unes des médias, cette histoire pourra peut-être changer un peu le regard sur ceux qui se consacrent à faire vivre la démocratie. En réalité, l'Europe est inachevée, totalement inachevée. Vous parliez tout à l'heure de la politique extérieure commune. Nous n'avons aucune politique extérieure commune. Nous n'avons pas su anticiper les crises. Parce que la crise migratoire, elle provient de quoi ? Elle provient de la désastreuse guerre d'Irak qui a été déclenchée par George Bush. Et malheureusement, malheureusement, vous le savez bien, Tony Blair a approuvé George Bush. Et vous avez eu 6 ou 7 pays qui avaient écrit une lettre pour soutenir George Bush dans cette malencontreuse aventure. C'était déjà le début de la désunion. Il n'y a rien de meilleur que d'aller ramasser son huître au fond de la mer. Je vais essayer d'en trouver une ou deux.
n'est pas très chaude. Et le plaisir est tel de pouvoir déguster l'huître de Pratarkoum. Le bonheur absolu. Voilà, et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Demain, votre rendez-vous matinal dès 8h, c'est Territoire d'Info. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver en début de semaine, dès lundi, pour une semaine, pour aller plus loin. Tous les soirs, 1h30 de débat, décryptage et puis les grands entretiens. Merci encore, belle fin de soirée à vous.